À Noël, ma sœur a dévoilé mes 14 millions €. Ma famille s'est retournée contre moi, exigeant l'argent pour son avenir. J'ai tout annulé. La nuit de Noël, cette année-là, la tempête ne se contentait pas de hurler à l'extérieur des triples vitrages de mon chalet à Megève. Elle s'apprêtait à dévaster ma vie de l'intérieur. Il était 20 heures précises. Dans la salle à manger, le feu crépitait joyeusement dans l'immense cheminée en pierre, projetant des ombres dansantes sur les murs en bois de mélèze. L'air était saturé d'un mélange enivrant, l'arôme riche de l'oie rôtie au marron, le parfum terreux des truffes noires que j'avais râpées généreusement sur le gratin dauphinois, et l'odeur résineuse du sapin géant qui trônait dans le coin. Tout semblait parfait. C'était le décor d'un film de Noël idéal. Moi, Floriane, 32 ans, je me tenais en bout de table. Je venais de déboucher une bouteille de Château Margaux 2005. J'avais pris soin, quelques heures plus tôt, de gratter l'étiquette prestigieuse avec une éponge abrasive pour que personne ne devine que cette seule bouteille coûtait plus cher que la voiture de mon père. Je m'apprêtais à servir mon père, Martial, lorsque la porte du couloir s'ouvrit avec une violence inouïe, frappant le mur avec un bruit de tonnerre. Tout le monde sursauta. Ma mère, Josiane, lâcha sa fourchette en argent qui tinta contre la porcelaine. Nous nous sommes tous retournés. Priscilla se tenait là. Ma sœur cadette. Elle n'avait pas l'air d'une personne qui vient ouvrir ses cadeaux. Elle avait l'air d'une furie. Son visage était marbré de plaques rouges, sa poitrine se soulevait à un rythme effréné, et ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la colère. C'était de la cupidité pure, mêlée à une rage hystérique. Dans sa main droite, elle ne tenait pas une coupe de champagne, mais un dossier bleu nuit, épais, frappé du logo discret mais inconfondable de la banque privée Edmond de Rothschild. Mon sang se glaça instantanément dans mes veines. Le temps s'arrêta. Ce dossier? Je l'avais caché au fond du coffre-fort encastré derrière le tableau de mon bureau. Priscilla, qu'est-ce que tu fais? Commençai-je, ma voix tremblant légèrement. Elle ne me laissa pas finir. Elle s'avança vers la table comme un prédateur fondant sur sa proie. Menteuse! Saleté de menteuse, hurla-t-elle. Sa voix était si aiguë qu'elle fit vibrer les verres en cristal. D'un geste théâtral et violent, elle jeta le dossier au milieu de la table. Il atterrit lourdement dans le plat de sauce aux érelles, éclaboussant la nappe blanche immaculée de taches pourpres, semblable à du sang frais. Vous croyez tous que Floriane est une petite artisane qui galère? Vous croyez qu'elle est ici pour garder la maison d'un milliardaire suisse? Priscilla pointa un doigt accusateur vers moi, son ongle manucuré tremblant de rage. Ouvrez les yeux. Regardez ce qu'il y a écrit. C'est sa maison. C'est son argent. Elle reprit son souffle, puis, articulant chaque syllabe comme si elle crachait du venin, elle annonça. Propriétaire du compte, Floriane Lemoine. Solde des actifs nets au 23 décembre, 14 250 000 €. Le silence qui suivit fut assourdissant. Plus lourd que la neige qui s'accumulait sur le toit. Plus froid que le vent du nord. Mon père, Martial, ajusta ses lunettes. Il se pencha lentement vers le document taché de sauce. Ma mère s'approcha aussi, plissant les yeux. Kevin, le nouveau petit ami de Priscilla, un type aux allures de vendeur de voitures d'occasion, se leva à demi, les yeux écarquillés, fixant les chiffres avec une avidité presque obscène. J'attendais. Une partie naïve de moi, cette petite fille intérieure qui cherchait encore leur validation, espérait un miracle. Peut-être allait-il rire? Peut-être allait-il dire, « Félicitations, ma fille. Tu as réussi. » Mais non. Le visage de mon père vira au pourpre. Il leva les yeux vers moi. Il n'y avait aucune fierté. Il y avait une trahison. Il y avait de la haine. 14 millions. Murmura-t-il, sa voix tremblant de rage contenue. Puis il explosa. Il frappa du poing sur la table, faisant sauter les assiettes. Tu te fous de nous? Tu oses cacher ça à ta propre famille? Papa, je peux expliquer. Te taire, rugit-il. Ta mère roule dans une épave depuis 10 ans. Ta sœur doit s'endetter pour survivre. Et toi, tu dors sur un matelas de billets et tu nous regardes crever? Tu as quel genre de cœur, Floriane?
Un cœur de pierre? Priscilla croisa les bras, un sourire triomphant et malveillant étirant ses lèvres. Elle savait exactement ce qu'elle venait de faire. Elle venait de lâcher une bombe nucléaire au milieu de notre dîner de Noël, et elle savourait chaque seconde de l'explosion. Je regardais autour de moi. Ces visages, qui étaient censés être mon refuge, s'étaient transformés en masques grimaçants de jalousie. J'avais invité ma famille pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être. Au lieu de cela, j'avais invité une meute de loups affamés, et je venais de leur servir ma propre chair sur un plateau d'argent. Avant de vous raconter comment ils ont essayé de me dépecer vivante et comment j'ai retourné la situation de la manière la plus brutale qui soit, je dois vous demander une chose. C'était à l'appel à l'action. Si vous aimez les histoires de justice et de karma, prenez une seconde pour liker cette vidéo et vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous? Savoir que vous êtes là me donne la force de revivre cette nuit cauchemardesque. Je pris une profonde inspiration. L'odeur du vin renversé me montait au nez, âcre. La guerre était déclarée. Et il n'avait aucune idée de qui il venait d'attaquer. Pour comprendre pourquoi ma famille a réagi avec une telle violence face à ma réussite, il faut remonter le temps. Il faut quitter le luxe de Megève pour retourner dans la grisaille de Montluçon, une ville industrielle endormie du centre de la France, où j'ai grandi en étant invisible. Dans la maison des Lemoine, il y avait deux types d'enfants, l'enfant miracle et l'enfant utilitaire. Priscilla est née prématurée. Elle était minuscule, fragile, luttant pour chaque respiration. Sa survie a été célébrée comme un don de Dieu. Dès son premier jour, elle est devenue le soleil autour duquel gravitaient mes parents. Moi, Floriane, j'avais 4 ans. J'étais robuste, calme, indépendante. Et c'est devenu ma malédiction. Parce que je n'avais pas besoin d'aide pour respirer, mes parents ont supposé que je n'avais besoin de rien du tout. La dynamique était claire, les désirs de Priscilla étaient des urgences nationales. Les miens étaient des caprices égoïstes. Un souvenir, en particulier, reste gravé dans ma mémoire comme une cicatrice brûlante. J'avais 12 ans. J'étais une enfant solitaire qui trouvait refuge dans le dessin. J'avais passé 3 mois à peindre une aquarelle complexe représentant les rives du Cher pour le concours départemental de l'Allier. J'avais utilisé mes économies de cantine pour acheter du papier de qualité. J'ai gagné le premier prix. La récompense était un coffret d'art professionnel en bois de cerisier, rempli de tubes de peinture à l'huile et de pinceaux en poil de martre. C'était la chose la plus précieuse que j'ai jamais possédée. Je suis rentrée de l'école ce jour-là, le cœur gonflé de fierté, le trophée sous le bras, impatiente de le montrer à maman. Mais quand j'ai ouvert la porte du salon, le monde s'est écroulé. Priscilla, qui avait 10 ans à l'époque, était assise par terre. Mon coffret était ouvert. Elle avait dévissé tous les tubes. Elle avait mélangé le bleu de cobalt, le rouge carmin, le jaune de cadmium, tout était écrasé sur le tapis beige, formant une boue brunâtre. Elle tenait mes pinceaux précieux et frottait violemment leurs poils délicats contre le sol rugueux, les brisant un par un. J'ai hurlé. Un cri de douleur pure. Je me suis jetée sur elle pour sauver ce qui restait. Priscilla a sursauté et a immédiatement déclenché son arme fatale, les larmes. Elle s'est mise à hurler comme si je l'avais poignardée. Ma mère a surgi de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. Elle a vu la scène. Elle a vu son « bébé miracle » en pleurs. « Floriane. Qu'est-ce que tu as fait à ta sœur » cria-t-elle. Elle a détruit mon prix. Elle a tout cassé, sangloté je, serrant contre moi les tubes vides. Ma mère ne m'a même pas consolée. Elle a pris Priscilla dans ses bras, la berçant. Puis elle s'est tournée vers moi avec ce regard froid, ce regard qui disait que j'étais le problème. Elle voulait juste jouer, Floriane. Elle est créative, comme toi. Pourquoi tu es si égoïste? Ce n'est que du matériel. Ta sœur, elle, a un cœur sensible. Tu l'as effrayée. Tu sais qu'elle fait de l'asthme quand elle est stressée. Mais c'était mon prix. Mon père est rentré le soir même. Le verdict est tombé, j'ai été punie pour avoir fait pleurer ma sœur. J'ai dû nettoyer le tapis. Personne ne m'a remboursé mes peintures. Personne ne m'a dit « bravo pour ton concours ». Ce soir-là, dans l'obscurité de ma chambre, j'ai compris une vérité brutale,
dans cette famille, je ne serais jamais le personnage principal. J'étais le décor. J'étais l'amortisseur. Si je réussissais quelque chose, je devais le cacher, sinon Priscilla le briserait, et mes parents m'accuseraient d'avoir laissé traîner mes succès trop près d'elle. J'ai appris à me taire. J'ai appris à cacher mes talents. Je ne savais pas encore que cette capacité à vivre dans l'ombre allait devenir ma plus grande force, et ma plus grande arme. À 18 ans, j'ai commis mon premier acte de rébellion. J'ai annoncé que je partais. Je ne voulais pas aller à l'université locale pour devenir comptable comme le voulait mon père. Je voulais aller à Lyon. Je voulais devenir relieuse d'art. J'avais découvert cette passion dans les vieux livres de la bibliothèque municipale, l'art de sauver les ouvrages anciens, de restaurer le papier, de travailler le cuir et l'or. La réaction de mon père fut cinglante. Relieuse ? Il a craché le mot comme une insulte. Tu veux passer ta vie à coller du vieux papier moisi ? C'est ça ton ambition ? C'est un métier de crève-la-faim, Floriane. Tu vas finir clocharde. Je m'en sortirai, ai-je répondu, le menton haut. Ne compte pas sur nous pour un centime. Si tu pars pour faire tes bêtises d'artiste, tu te débrouilles. Ta mère a besoin d'aide ici. Priscilla a besoin qu'on l'emmène à ses cours de danse. Tu nous abandonnes. Je suis partie quand même. Avec une valise, 200 € en poche, et la rage au ventre. Les 3 premières années à Lyon furent une épreuve de survie. Je vivais dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés sous les toits, sans isolation. L'été, c'était un four, l'hiver, je dormais avec mon manteau. Je mangeais des pâtes sans beurre. Je travaillais comme serveuse le soir pour payer mes cours et mes outils. Pendant ce temps, à Montluçon, Priscilla vivait sa meilleure vie. Elle s'inscrivait en fac de psychologie, abandonnait au bout de 2 mois. Elle essayait une école de maquillage à 5 000 € l'année, payée par papa, puis arrêtait parce que c'était trop fatigant de rester debout. Elle était le puits sans fond dans lequel mes parents jetaient leurs économies, convaincus qu'elle cherchait juste sa voie. Moi, j'avais trouvé la mienne. J'ai découvert que j'avais un don. Mes mains, que mon père qualifiait de « sales », possédaient une précision chirurgicale. Je pouvais sentir la texture d'un papier du XVIe siècle et savoir exactement quel mélange de colle d'amidon utiliser. Je pouvais redorer un cuir marocain avec une feuille d'or 24 carats sans trembler. Le tournant s'est produit un dimanche matin pluvieux, au puce du canal à Villeurbanne. Je fouillais dans un carton de « vieux papier » vendu 5 € le lot. Mon cœur a raté un battement. Au fond, sous des magazines des années 50, gisait un petit carnet relié en vélin, couvert de taches d'humidité. Personne n'y prêtait attention. Mais j'ai reconnu le filigrane du papier. C'était un manuscrit de prière datant de la fin du XVe siècle. Je l'ai acheté pour une bouchée de pain. J'ai passé 4 mois à le restaurer, nuit après nuit, sous ma lampe-loupe. J'ai nettoyé chaque page, consolidé la reliure, ravivé l'encre. Quand j'ai fini, je l'ai apporté à un expert en livres anciens. Il a failli laisser tomber son monocle. Mademoiselle, c'est un travail d'orfèvre. Et ce livre, c'est une rareté absolue. Il l'a vendu pour moi à un collectionneur privé. J'ai touché 8 000 €. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu. J'ai appelé mes parents ce soir-là. Je voulais leur dire. Je voulais crier, j'ai réussi. Allô, maman ? Ah, Floriane. Tu tombes bien. Le chauffe-eau vient de lâcher. C'est une catastrophe, ça va coûter 600 €. Tu n'aurais pas un peu d'argent de côté ? Priscilla a besoin de nouvelles bottes pour l'hiver, on ne peut pas tout payer. Les mots se sont bloqués dans ma gorge. Si je leur disais que j'avais 8 000 €, ils ne verraient pas ma réussite. Ils verraient un nouveau chauffe-eau et une garde-robe pour Priscilla. Ils s'approprieraient mon travail. Non, maman, mentis-je. Je suis un peu juste ce mois-ci. Le loyer a augmenté. PFF. Je savais bien que ce métier ne menait à rien, soupira-t-elle avant de raccrocher. C'est ce jour-là que ma double vie a commencé. 10 ans ont passé. 10 ans où je suis devenue l'ombre la plus riche de France. Je ne me suis pas contentée de restaurer des livres. J'ai utilisé mon capital pour investir.
Je suis devenue une chasseuse de trésors intellectuels. Je parcourais les ventes aux enchères de province, repérant les cartes géographiques anciennes, les incunables, les lettres autographes que les autres négligeaient. Je les achetais, les restaurais dans mon atelier sécurisé, et les revendais aux plus grands musées du monde, le Louvre, le Getty à Los Angeles, le musée de l'Ermitage. L'argent appelait l'argent. J'ai diversifié. J'ai senti le vent tourner dans l'immobilier de montagne. J'ai acheté des terrains à Megève et Chamonix juste avant l'explosion des prix post-Covid. Mon patrimoine a grimpé en flèche. 1 million. 5 millions. 10 millions. Jusqu'à atteindre ce chiffre vertigineux de 14 250 000 euros. J'ai acheté ce chalet à Megève. C'était mon sanctuaire. 3 étages de luxe discret, une vue imprenable sur le Mont Blanc, une cave à vin climatisée. Mais personne ne le savait. Pour ma famille, j'étais toujours Floriane la bricoleuse. Quand je rentrais à Montluçon pour les fêtes, je suivais un rituel humiliant mais nécessaire. Je laissais ma Porsche Cayenne dans mon garage à Lyon. Je louais une vieille Renault Clio cabossée. Je rangeais mes vêtements en cachemire Loro Piana et j'enfilais des jeans Zara usés et des pulls qui boulochaient. C'était une torture psychologique. Je m'asseyais à la table de la cuisine en formica de mes parents, écoutant mon père se plaindre du prix du gaz, alors que je pouvais acheter la compagnie de gaz. Je regardais Priscilla se pavaner avec son dernier iPhone, payé par mes parents à crédit, alors qu'elle me regardait avec pitié. Pauvre Flo, disait-elle en mâchant son chewing-gum. T'as toujours pas trouvé de mec riche? T'as l'air fatigué. C'est les vapeurs de colle qui te donnent ce teint gris? Je travaille dur, c'est tout, répondais-je en baissant les yeux. Pourquoi je faisais ça? Pourquoi je m'infligeais ça? Parce que je savais que l'argent change les gens. Mais surtout, parce que je savais que l'argent ne changeait pas ma famille. Il ne ferait qu'amplifier ce qu'ils étaient déjà, des sangsues. J'avais peur. Peur qu'en révélant ma fortune, je perde le peu de famille qu'il me restait. Même si cette famille était toxique, c'était la seule que j'avais. Je préférais être plainte qu'être dévorée. Mais le masque devenait de plus en plus lourd à porter. Et je ne savais pas que j'étais sur le point de commettre l'erreur fatale, baisser ma garde par pitié. Même en jouant la comédie de la pauvreté, je n'échappais pas à la taxe familiale. Être une fille célibataire sans enfant signifiait, pour mes parents, que j'avais forcément du surplus. J'avais mis en place un virement automatique de 1 500 € par mois vers le compte de mes parents. Je leur disais que c'était le fruit de mes heures supplémentaires. Ils prenaient cet argent sans un merci, comme un dû. Mais le vrai gouffre financier, c'était Priscilla. À 30 ans, elle n'avait toujours pas travaillé un seul jour de sa vie. Elle se définissait comme influenceuse lifestyle, ce qui signifiait concrètement qu'elle passait ses journées à se prendre en photo et à acheter des followers. L'incident qui aurait dû me servir d'avertissement final a eu lieu l'année dernière. J'étais passée voir mes parents pour un week-end rapide. Épuisée par une négociation difficile avec un acheteur russe, je m'étais endormie sur le canapé du salon, mon sac à main posé sur la table basse. 2 jours plus tard, de retour chez moi, j'ai reçu une alerte de ma banque. Une transaction de 4 000 € venait d'être effectuée pour un séjour, luxe et détente, à Dubaï, billets en classe affaires inclus. J'ai cru à un piratage. Mais en creusant, j'ai vu le nom du passager, Priscilla Lemoine. Elle avait fouillé mon sac pendant que je dormais. Elle avait photographié ma carte American Express Centurion, que je cachais pourtant bien au fond d'une poche IP. Et elle avait attendu que je parte pour l'utiliser. J'étais furieuse. J'ai appelé ma mère immédiatement. Maman. Priscilla a volé ma carte bancaire. Elle a dépensé 4 000 €. C'est du vol qualifié. La réaction de ma mère? Elle s'est mise à pleurer. Non pas de honte pour sa fille voleuse, mais de colère contre moi. Comment oses-tu utiliser le mot « voler » pour ta sœur, sanglota-t-elle. Tu sais très bien qu'elle traverse une phase difficile. Elle se sent stagnante. Elle a besoin de voir le monde pour trouver l'inspiration. Toi, tu as de la chance, tu travailles, tu t'en sors. Elle souffre. Elle a piraté ma carte, maman. Si tu portes plainte, je me tue. Tu entends?
Je ne supporterai pas de voir la police arrêter ma petite fille fragile. Tu es riche de cœur, Floriane, sois généreuse. Ce n'est que de l'argent. Pour elle, c'est une question de survie mentale. Le chantage affectif. L'arme nucléaire de ma mère. Et moi, idiote, lâche, j'ai cédé. J'ai payé la facture. J'ai laissé Priscilla partir à Dubaï. Je l'ai regardée poster des photos d'elle buvant des cocktails au bord d'une piscine à débordement avec la légende « Travailler dur pour se payer ses rêves ». #selfmade woman #Dubai Life. J'ai liké la photo avec un dégoût profond pour moi-même. Arrêtons-nous un instant. Mettez-vous à ma place. Votre sœur vous vole 4 000 € et votre mère menace de se suicider si vous appelez la police. Que auriez-vous fait? Auriez-vous porté plainte quand même? Ou auriez-vous cédé comme moi? Écrivez « J'aurais porté plainte » ou « J'aurais cédé » dans les commentaires. Je veux savoir si je suis la seule personne aussi faible sur cette terre. J'ai cru qu'en payant, j'achetais la paix. Mais on n'achète jamais la paix avec des terroristes émotionnels. On ne fait que financer leur prochaine attaque. Nous arrivons en novembre dernier. Le mois qui a tout changé. Mon téléphone a sonné à 2 heures du matin. C'était mon père. Sa voix était méconnaissable, brisée par la panique. Floriane, décroche, c'est une urgence vitale. Qu'est-ce qu'il y a? Demandai-je, le cœur battant. C'est Priscilla. Elle a fait une bêtise énorme. Elle a voulu investir dans les crypto-monnaies pour nous aider. Elle a emprunté de l'argent à des gens pas recommandables. Des usuriers, Floriane. Des mafieux. Ils pleuraient. Un son horrible. Ils sont venus à la maison ce soir. Ils ont menacé de brûler la maison. Ils ont dit que si on ne payait pas 30 000 € demain midi, ils allaient s'en prendre au visage de Priscilla. Ils ont parlé d'acide. J'ai eu envie de vomir. L'image de ma sœur défigurée par de l'acide a effacé toute ma rancœur passée. C'était ma petite sœur. C'était du sérieux. Ne t'inquiète pas, papa. Je vais trouver l'argent. Je vais me débrouiller. J'ai couru à mon coffre. J'ai pris 30 000 € en liquide que je gardais pour les urgences. J'ai fait un virement instantané sur le compte de mon père, prétextant avoir emprunté à un ami riche. C'est envoyé. Payez-les. Et dites à Priscilla d'arrêter ses conneries. Merci ma fille, tu nous sauves la vie, tu es un ange. J'ai passé la semaine suivante à trembler, imaginant le pire. J'appelais tous les jours. Il me disait que tout allait bien, que les méchants étaient partis. Puis vint le jour de la révélation. Je n'étais plus amie avec Priscilla sur son compte Instagram principal, elle m'avait bloqué car je n'étais pas assez esthétique pour sa liste d'amis. Mais j'avais un faux compte pour garder un œil sur elle. Je scrollais sans but quand je suis tombée sur une story de Kevin, son copain. C'était une vidéo. On y voyait Priscilla, radieuse, sautant de joie devant une concession automobile. Elle se tenait devant une Mini Cooper cabriolet rouge-feu, avec un énorme nœud cadeau sur le capot. Mais ce n'était pas tout. Son visage. Elle avait un pansement sur le nez. Pas un pansement de blessure. Un plâtre chirurgical. Kevin disait en voix off, voilà bébé avec son nouveau joujou et son nouveau petit nez tout mignon. Rhinoplastie réussie et nouvelle caisse pour fêter notre anniversaire. On est les rois du monde. J'ai regardé la date. Il y a 2 heures. J'ai fait une recherche rapide. Prix d'une Mini Cooper d'occasion récente, environ 20 000 €. Prix d'une rhinoplastie chez un bon chirurgien parisien, 8 000 €. Total, environ 30 000 €. Le monde a cessé de tourner. Il n'y avait jamais eu d'usurier. Il n'y avait jamais eu de menace à l'acide. Mes parents et ma sœur avaient inventé le scénario le plus terrifiant possible, exploitant ma plus grande peur, leur sécurité, pour me soutirer de quoi payer les caprices de luxe de Priscilla. Mon père, cet homme que je respectais malgré tout, avait pleuré au téléphone, jouant la comédie pour m'escroquer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Quelque chose en moi est mort à ce moment précis. La Floriane qui cherchait l'amour de sa famille a rendu son dernier soupir. À sa place, une autre femme s'est réveillée. Une femme froide, calculatrice,
et prêts à rendre coup pour coup. Ils voulaient de l'argent? Ils allaient voir ce que l'argent pouvait faire. C'est là que j'ai décidé de les inviter à Megève pour Noël. Ce ne serait pas une fête de famille. Ce serait un tribunal. J'ai appelé ma mère avec une voix douce, presque mielleuse. Maman, j'ai une grande nouvelle. Je ne peux pas rentrer à Montluçon cette année. Encore? Tu nous abandonnes pour Noël, attaqua-t-elle immédiatement. Non, écoute. Mon patron, le milliardaire suisse pour qui je restaure des livres, il part aux Maldives. Il m'a demandé de garder son chalet à Megève. Et devine quoi? Il m'a dit que je pouvais inviter ma famille. C'est un palais, maman. Il y a 5 chambres, un sauna, et le frigo est rempli de produits de luxe. Tout est gratuit. J'ai entendu le silence avide à l'autre bout du fil. Les mots « Megève »,« milliardaire »,« gratuit » avaient fait leur effet. Oh, eh bien. Sa voix s'adoucit instantanément. C'est vrai que ça nous changerait les idées après toutes ces émotions avec les usuriers. Le pauvre Priscilla a besoin de repos. Exactement. Venez tous. Amenez Kevin aussi. Ils sont arrivés le 24 décembre dans l'après-midi. J'avais tout préparé. Le chalet brillait de 1000 feux. J'avais sorti l'argenterie, les verres en cristal de baccarat. Je voulais qu'ils goûtent au paradis avant de les enchasser. Quand ils sont entrés, leur réaction a été prévisiblement décevante. Pas un « bonjour Floriane », pas un « merci de nous inviter ». Priscilla est entrée, a jeté son manteau de fourrure, synthétique, j'espère, par terre et a sifflé. Putain, c'est pas mal ici. Ton patron doit être pété de thunes. Dis donc, Flo, tu dors où toi? Dans la chambre de service au sous-sol? Elle a ri. Kevin a ri. Je dors dans une des chambres d'amis, dis-je calmement. Faites comme chez vous. Mais attention, tout est inventorié. Si vous cassez quelque chose, ça sera retenu sur mon salaire. T'inquiète pas la boniche, lança Kevin en ouvrant le bar sans demander. On va juste goûter à la vie de château. J'ai serré les dents. J'ai joué le jeu. J'ai cuisiné, j'ai servi le thé, j'ai ramassé leur manteau. Je les ai observés. J'ai vu Kevin glisser un cendrier en argent dans sa poche, que j'ai noté mentalement. J'ai vu Priscilla critiquer la décoration qui valait plus que sa vie entière. Ils étaient vulgaires, ingrats et méchants. Je leur donnais une dernière chance de montrer une once d'humanité, une once de gentillesse envers leurs filles et sœurs, pauvres. Mais à chaque minute qui passait, ils ne faisaient que confirmer qu'ils ne méritaient rien. Puis vint le moment fatidique. Je suis retournée en cuisine pour surveiller Loi. Priscilla et Kevin se sont levés. On va faire un tour de la propriété, a dit Priscilla avec un clin d'œil complice à son mec. Je savais exactement ce qu'ils allaient faire. J'avais laissé la porte de mon bureau fermée à clé, mais j'avais oublié de cacher mes outils de crochetage, une compétence que tout bon restaurateur de livres anciens possède pour ouvrir les vieux fermoirs, dans le tiroir de l'entrée. Le piège était tendu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place du personnage principal. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Pendant que Loi rôtissait, je surveillais mon iPad caché derrière le mixeur. Les caméras de sécurité infrarouge transmettaient une image nette en noir et blanc. Je les vis s'approcher de la porte de mon bureau en chêne massif. C'est fermé, grogna Kevin en secouant la poignée. Pousse-toi, dit Priscilla. Elle sortit une épingle de ses cheveux. Tu te souviens quand on piquait les clés du cabinet à liqueur de papa? Je n'ai pas perdu la main. Je la regardais triturer la serrure. Elle avait un talent certain pour la malhonnêteté. En moins d'une minute, la porte s'ouvrit. Ils pénétrèrent dans mon sanctuaire. Mon bureau était mon âme. Des livres du XVIIe siècle attendaient sur l'établi, l'odeur du vieux cuir et de la cire flottait dans l'air. Que des vieux bouquins pourris, cracha Kevin en balayant du revers de la main une première édition de Victor Hugo. Y a rien à voler ici. Pas de bijoux, pas de cash. Attends. Priscilla s'approcha du mur du fond. Elle déplaça un tableau abstrait. Derrière,
le coffre-fort mural apparut. Mon cœur battait la chamade. C'était le moment de vérité. Un coffre, s'exclama Kevin. Allez, ouvre-le. Je ne connais pas le code, imbécile. Et c'est des dates. Le vieux riche doit être gâteux. Priscilla essaya plusieurs combinaisons. Rien. Puis, je la vis s'arrêter. Un sourire tordu apparut sur son visage refait. Floriane est sentimentale, murmura-t-elle. Elle met toujours ma date de naissance partout. C'est pathétique. Elle tapa, 10 décembre 1993. Bip. Le coffre s'ouvrit. Une vague de nausée me submergea. J'avais gardé ce code pendant des années parce que, malgré tout, la naissance de ma sœur avait été un jour important pour moi. Et elle traitait cet amour de « pathétique ». Ils plongèrent les mains dans le coffre. Ils ignorèrent les actes de propriété. Ils sortirent le dossier bleu de la banque Rothschild. Je les vis l'ouvrir. Je vis leur tête se rapprocher. Je vis le moment exact où leurs cerveaux enregistrèrent le chiffre. 14 250 000 €. Kevin lâcha un juron d'admiration. Priscilla, elle, se figea. Puis elle sortit son téléphone et prit des photos de chaque page, frénétiquement. Floriane Lemoine. Lut elle à voix haute. La garce. La sale garce. Elle nous a menti depuis le début. Elle est riche à millions. On est riche, bébé, corrigea Kevin avec un sourire de requin. On est riche. Il suffit de la faire chanter. On va la détruire, siffla Priscilla. On va lui faire payer chaque centime qu'elle nous a caché. Allez, viens. On retourne à table. On va lui faire une surprise. Ils sortirent du bureau, le dossier sous le bras. J'éteignis l'iPad. Je lissai mon tablier. Je pris la bouteille de Château Margaux. Le spectacle allait commencer. Nous revoilà au moment de l'explosion. Le dossier gisait dans la sauce aux érelles. La vérité, nue et crue, était étalée sous les yeux de mes parents. J'espérais encore, bêtement, une question rationnelle. Mais la logique de ma famille ne fonctionnait pas comme celle du reste du monde. Dans leur esprit tordu, mon argent n'était pas mon argent. C'était de l'argent qui leur avait échappé. Tu es une perverse, dit ma mère, les larmes aux yeux, mais des larmes de rage cette fois. Tu nous as regardé compter les centimes pour faire les courses. Tu as laissé ton père porter le même manteau pendant 5 hivers, alors que tu avais 14 millions? J'ai travaillé pour cet argent, maman, criai-je, ne pouvant plus me contenir. J'ai commencé avec rien. J'ai vécu dans un taudis. Vous ne m'avez jamais aidé. On t'a donné la vie, hurla mon père. Sans nous, tu ne serais rien. Le sang est plus important que tout, et tu as trahi le sang. Tu t'es comportée comme une étrangère avare. Et l'histoire des usuriers, attaquai-je, me tournant vers Priscilla. Vous m'avez volé 30 000 € le mois dernier avec un mensonge ignoble. C'était de la légitime défense, rétorqua Priscilla sans une once de honte. Je sentais que tu avais de l'argent. Je le savais. J'avais besoin de cet argent pour mon image, pour ma carrière. Tu ne me le donnais pas, alors j'ai dû le prendre. C'est toi la coupable, Floriane. Si tu avais été une bonne sœur et que tu m'avais acheté cette voiture, je n'aurais pas eu besoin de mentir. Je restais bouche bée. La gymnastique mentale était impressionnante. Je devenais la responsable de leur escroquerie. Donc, dis-je calmement, parce que j'ai réussi, je vous dois tout. Évidemment, aboya Kevin, la bouche pleine de mon noix rôti. C'est le communisme familial, ma belle. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Et toi t'as beaucoup de moyens, et nous on a beaucoup de besoins. Vous me dégoûtez, murmurai-je. Fais attention à tes paroles, menaça mon père en se rasseyant. Il prit une gorgée de mon vin grand cru, fit la grimace comme si c'était de la piquette. Bon. Maintenant que le secret est dehors, on va arrêter les bêtises. On va s'asseoir et on va restructurer tout ça. Il faut réparer le préjudice que tu nous as causé. Il sortit un stylo de sa poche. Il allait vraiment faire ça. Il allait faire l'inventaire de ma fortune pour se servir. La scène qui suivit fut surréaliste.
Pendant que la tempête de neige redoublait d'intensité dehors, ma famille dépeçait ma vie financière avec l'enthousiasme de vautours sur une carcasse. Premièrement, commença mon père en écrivant sur une serviette en papier, la gestion. Tu es une femme, tu es seule, tu es vulnérable. Tu vas me donner une procuration générale sur tes comptes suisses et français. Je vais gérer les investissements. Je ne te fais pas confiance pour ne pas tout dilapider. L'homme qui avait investi ses indemnités de départ à la retraite dans une arnaque pyramidale voulait gérer mes 14 millions. Deuxièmement, l'immobilier, continua ma mère. On ne peut plus vivre à Montluçon, c'est trop humide pour mes rhumatismes. On veut un appartement à Paris. Pas trop grand, 150 mètres carrés suffiront, près du jardin du Luxembourg. Et on gardera ce chalet pour les vacances d'hiver. Et moi, coupa Priscilla. Je veux 3 millions de capital d'amorçage. Je vais lancer ma marque de cosmétiques. Et je veux que tu me transfères la propriété de la Mini Cooper officiellement, plus une Porsche Cayenne comme la tienne pour Kevin, pour qu'il ne se sente pas exclu. C'est tout, demandai-je avec un sarcasme qu'il ne perçut même pas, vous ne voulez pas un jet privé aussi? Ne sois pas insolente, dit mon père. On est raisonnable. On te laisse le reste. C'est quand même beaucoup. Je refuse, dis-je. Le mot tomba comme un coup près. Ils s'arrêtèrent tous. Quoi? Je refuse. Je ne vous donnerai pas un centime. Pas un seul. L'atmosphère changea. La cupidité fit place à la menace. Kevin s'essuya la bouche, sortit son téléphone et le posa sur la table, écran tourné vers moi. On s'attendait à ce que tu sois difficile, Flo, dit-il. Alors on a pris une assurance. Il appuya sur lecture. C'était un enregistrement vocal. J'entendis ma propre voix, montée et déformée, disant des choses que je n'avais jamais dites, un montage grossier fait à partir de vieux messages vocaux. Ça sonnait comme si j'avouais frauder le fisc. Et on a aussi les photos de ton dossier bancaire, ajouta Priscilla. On va aller voir le fisc. On va dire que tu blanchis de l'argent. Que tu voles des livres anciens dans les musées. On va contacter tes clients riches. On va ruiner ta réputation. Imagine les titres des journaux. La restauratrice millionnaire laisse sa famille mourir de faim. Tes clients détestent le scandale. Ils te lâcheront tous. C'est du chantage, dis-je. C'est de la négociation, sourit Priscilla. Alors? Tu signes les chèques où on appuie sur « Publier » ? Je les regardais un par un. Mon père, ma mère, ma sœur. Ils étaient laids. Pas physiquement, mais leur âme était pourrie jusqu'à la moelle. J'avais cherché leur amour toute ma vie, et je venais de réaliser que je cherchais de l'eau dans un désert de sel. Je me levai lentement. Je ne tremblais plus. Vous voulez jouer à ce jeu-là, dis-je doucement. Très bien. Mais vous avez oublié une règle importante, on n'attaque pas le maître du jeu chez lui. Je me dirigeai vers le grand écran plat au mur et connectai mon iPad. Regardez l'écran, ordonnai-je. L'image apparut. C'était la vidéo de la caméra de surveillance de mon bureau, datant d'il y a 20 minutes. On y voyait parfaitement Priscilla crocheter la serrure. On entendait Kevin dire « On va la faire chanter ». On voyait Priscilla photographier le dossier. Leurs visages se décomposèrent. Kevin devint livide. Ce fichier a été envoyé automatiquement sur un serveur sécurisé à l'instant même, expliquai-je calmement. Et il y a 2 minutes, j'ai envoyé une copie à Maître Dupont, mon avocat pénaliste, et au capitaine Bernard de la gendarmerie de Megève, qui est un ami personnel. Quoi, quina Priscilla? Violation de domicile. Vol qualifié. Tentative d'extorsion de fonds et chantage en bande organisée. Avec les preuves vidéo et audio, vous prenez 5 ans de prison ferme. Minimum. Ma mère commença à hyperventiler. Floriane, tu ne ferais pas ça, c'est ta sœur. Je n'ai pas de sœur, la coupai-je sèchement. J'ai une parasite qui vient d'essayer de me détruire. Je sortis mon téléphone. Et maintenant, les finances. J'ouvris mon application bancaire, projetant l'écran sur la télé. Virement permanent, aide parent, 1 500 € par mois. Je cliquai sur supprimer. Carte bancaire secondaire au nom de Josiane Lemoine.
Je cliquai sur bloquer la carte et déclarer perdu. La voiture, continuai-je en me tournant vers Priscilla. La Mini Cooper rouge. Je l'ai payée, elle est à mon nom, n'est-ce pas? C'est mon cadeau, hurla-t-elle. C'est ma propriété. J'ai activé le traceur GPS et le coupe-circuit à distance via l'application. Elle ne démarrera plus. J'ai appelé la fourrière, ils viennent la chercher pour utilisation abusive. Tu rentreras à pied. Et enfin, le logement. Je regardais mes parents. Je suis garante solidaire de votre location à Montluçon. Je viens d'envoyer un mail recommandé électronique au propriétaire. Je me désiste de ma caution. Sans garant, avec vos petites retraites, il vous expulsera le mois prochain. Mon père tomba à genoux, littéralement. Floriane. Tu nous tues. Tu ne peux pas faire ça. C'est Noël. C'est Noël, oui, dis-je froidement. Le jour où on reçoit ce qu'on mérite. Vous avez été des parents toxiques, cupides et cruels. Vous avez eu le choix ce soir. Vous auriez pu être heureux pour moi. Vous auriez pu me féliciter. À la place, vous avez essayé de me voler. Je marchai vers la porte d'entrée et l'ouvris en grand. Le vent glacial s'engouffra dans la pièce, éteignant les bougies. Sortez. Mais il fait moins 15 degrés, pleura ma mère. Sortez. Maintenant. Ou je lâche les chiens. Je sifflai. Du sous-sol, on entendit les aboiements sourds de mes deux Doberman, Zeus et Apollo, que j'avais gardés enfermés. La terreur pure se peignit sur leurs visages. Kevin fut le premier à courir, bousculant ma mère au passage. Priscilla attrapa son manteau en hurlant des obscénités. Mon père se releva péniblement, me lançant un regard de haine pure, avant de sortir dans la tempête. Je claquai la lourde porte en chaîne derrière eux. Je tournai le verrou. Clac. Le bruit le plus satisfaisant de ma vie. Je les ai regardés par la fenêtre. C'était un spectacle pitoyable. Ils ont couru vers la Mini Cooper. Priscilla est montée, a essayé de démarrer. Le moteur a fait un bruit d'étouffement et s'est tu. Coupe-circuit activé. Elle a frappé le volant de rage. Ils ont essayé la vieille Renault de mon père. Le froid intense de la montagne avait eu raison de sa batterie vétuste. Elle n'a pas démarré non plus. Je les ai vus se disputer. Kevin criait sur Priscilla. Mon père criait sur ma mère. Ils étaient là, dans leurs manteaux insuffisants, fouettés par la neige, piégés dans le froid qu'ils avaient eux-mêmes créé. Finalement, j'ai vu les gyrophares d'une dépanneuse au loin, qu'ils ont dû appeler et payer eux-mêmes, très cher, le soir de Noël. Les semaines qui ont suivi ont été le véritable épilogue de cette tragédie. Kevin a quitté Priscilla le lendemain même. Sans l'argent, sans la voiture, elle ne l'intéressait plus. Priscilla a été convoquée à la gendarmerie. J'ai maintenu ma plainte. Elle a écopé d'un casier judiciaire et d'une amende lourde, plus des travaux d'intérêt général. Mes parents ont dû déménager dans un petit HLM, ayant perdu ma caution et mon aide financière mensuelle. Ils ont essayé de me contacter, de m'envoyer des lettres d'avocat pour réclamer une pension alimentaire, mais mon dossier de preuves sur leurs abus financiers passés était si épais qu'aucun juge ne leur a donné raison. Quant à moi, le lendemain matin, le 25 décembre, je me suis réveillée seule dans mon grand chalet. La tempête était passée. Le soleil brillait sur la neige immaculée du Mont Blanc. J'ai préparé un café. J'ai mangé un reste d'oie froide. Le silence dans la maison n'était pas vide. Il était plein. Plein de paix. Plein de sécurité. Plein de liberté. J'ai compris que j'avais passé ma vie à payer une rançon pour être aimée. J'avais acheté leur affection, et la marchandise était défectueuse. En coupant les vivres, j'avais coupé les chaînes. J'ai toujours mes 14 millions. J'ai toujours mes livres anciens. Et pour la première fois de ma vie, j'ai le respect de la personne la plus importante au monde, moi-même. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. On dit souvent que le sang est plus épais que l'eau, mais parfois, le sang n'est que du poison. La famille, la vraie, c'est celle qui vous respecte, pas celle qui vous utilise. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti ma colère et ma libération, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, partagez-la, et abonnez-vous.
Et surtout, n'oubliez jamais, vous avez le droit de dire non, même à votre famille. Joyeux Noël à tous, et prenez soin de vous.